Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin et au féminin. Des gros stocks, des plus petites, des cuisiniers d'ailleurs et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis ravie d'être allée à la rencontre de Christophe Hardiquest. On a besoin de se nourrir du plaisir que les autres prennent, en fait. Parce que comme on est là pour donner du plaisir, si on sent que les gens prennent du plaisir, c'est un métier un peu égoïste en fait. On doit d'abord nous prendre notre pied, même quand on fait un plat, ça doit d'abord nous plaire à nous, on doit d'abord prendre du plaisir nous avant que les autres prennent du plaisir. Pourquoi Christophe ? Parce que j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour ce chef belge bonhomique, auréolé de 2 étoiles Michelin, lorsque je l'ai croisé dans un festival de cuisine à Lyon en mars dernier. Il m'a entre autres raconté comment il a complètement remis en question sa cuisine pour se réapproprier le terroir belge après s'être rendu compte qu'on servait les mêmes produits dans tous les restaurants gastronomiques du monde entier. Et j'ai trouvé ça extrêmement couillu. Depuis, la croquette de crevettes grises, l'anguille au vert ou le canard aux épices de spéculoos sont devenus ses standards qu'il défend avec fierté. Cet épisode a été enregistré avec toute son équipe dans la salle de son restaurant Bonbon à Bruxelles. Avec lui, nous avons parlé d'apprentissage perpétuel, de goût belge, de courage et de propriété. Bonne écoute. Bonjour Christophe. Bonjour Julie, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? En pleine forme, je suis content de te recevoir à Bruxelles. J'ai découvert ton travail au printemps lors de 2 festivals en France et où tu étais invité et tes questionnements sur l'identité culinaire m'ont interpellée. J'ai voulu que tu sois le premier chef belge interviewé dans ce podcast qui met à nu les chefs. On parlait de villa tout à l'heure, mais je crois que le premier restaurant que tu as ouvert, c'était dans un ancien magasin de meubles, j'ai lu ça, meubles d'import asiatique. Oui, mon histoire est assez spéciale. Évidemment, je pense que, j'espère qu'elle peut être un exemple pour la jeunesse, mais en tout cas, quand j'étais chef dans un restaurant, ma première place de chef, j'ai décidé à un moment donné, avec mon épouse, je suis rentré à la maison, je lui ai dit, écoute chérie, combien est-ce qu'on a d'économies sur le compte en banque ? Et elle me dit, on a 2500 €. Je dis, c'est parfait, j'ouvre un restaurant. Et donc, j'ai fait un peu une partie de poker. Donc, j'ai décidé, quand on n'a pas d'argent, il faut des idées. Donc, quelque part, c'est ça qui m'a amené à cette réflexion et je me suis dit je veux absolument ouvrir mon restaurant et peu importe la manière que je vais trouver, je vais y arriver et mon histoire est vraiment réelle et réaliste, donc aucune banque, rien, 2500 €. Je vais voir des clients qui ouvrent un showroom de meubles, de meubles d'importation qui viennent d'Asie et d'Indonésie, avec des magnifiques tables en teck de terrasse, des chaises en teck, des canapés produits en Indonésie, etc. Et c'est un showroom. Et je leur demande s'ils ne veulent pas me prêter 140 mètres carrés dans leur showroom. Donc j'étais, il y a 17 ans, l'un des premiers à faire tout business en un, un peu comme en Angleterre ou aux États-Unis, tout in one. Et j'ai décidé vraiment de me débrouiller tout seul et d'ouvrir un restaurant. Je ne savais pas comment j'allais faire. J'ai amené les casseroles de la maison. J'ai amené le frigo de la maison. J'ai acheté une gazinière avec 4 becs. Je me souviens, une petite machine à verre. J'ai dépensé mes 2500 € le temps de respirer 2 fois. Et puis j'ai démarré. J'ai ouvert comme ça, à brûle pour point, tout seul. Et les gens s'arrêtaient dans le showroom et ils voyaient qu'il y avait une activité. Et ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Ils rentraient là. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai une petite carte. Je fais mon pain, ma soupe moi-même, mon foie gras. Et j'ai mis toute l'expertise de mes années d'expérience avec les autres à mon service. Et j'ai démarré comme ça. Et un jour, il y a un client qui me dit « Mais moi, j'aimerais bien que vous me fassiez à manger un jour soir. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après un an et demi, on faisait 60 couverts tous les soirs et j'avais engagé 6 personnes en menu unique. L'audace paye. L'audace paye, bien sûr. Et donc comment es-tu arrivé à la cuisine ? C'est ta grand-mère qui t'a initié à ça ? Oui, ça c'est vrai que c'est toujours un peu bateau, l'histoire de la grand-mère, mais effectivement c'est vraiment le fondement de ce que je suis. Je crois qu'on a connu un artisanat
Quand on a connu un artisanat depuis tout petit, ça influence évidemment la vie future. Donc ma nénenne faisait tout elle-même. On tuait 2 cochons par an. Je l'ai vu faire du boudin noir, du jambon. Elle faisait des vols au vent. Le soir, on mangeait le bouillon. Le lendemain, on mangeait le vol au vent. Elle faisait des prunes au vinaigre. Il y avait un verger, il y avait un jardin, il y avait des poules. J'allais chercher les œufs frais tous les matins. Je mangeais les œufs de la ferme. Et j'ai eu cette chance de connaître ça. Et j'aimerais le partager un jour. J'aimerais pouvoir offrir à des enfants l'opportunité d'aller chercher des œufs dans le poulailler et de faire un œuf au plat avec des œufs frais de quelques heures. J'aimerais pouvoir, un souvenir qui est pour moi extraordinaire, et c'est ma grand-mère qui me l'a amené, c'est des fraises qui ne sont jamais passées au frigo. On va les chercher dans le jardin, il y a la chaleur, une chaleur comme celle d'aujourd'hui. La fraise, elle est chaude. Et on ne la lave même pas, on l'équeute, on sait qu'elle est naturelle, on l'écrase avec un tout petit peu de sucre, à peine, pour qu'elle fasse un jus, on met ça sur une tartine de beurre. Voilà, ça, c'est les souvenirs que j'ai en tant que gamin. Les oignons vinaigre, la tête pressée, le beurre de ferme, le lait de ferme, une glace au lait de ferme. Ça n'a pas de prix. Voilà, tout ça, c'est intrinsèquement lié à mon ADN. Voilà, donc aujourd'hui, ces goûts sont ancrés dans ma tête, ils sont hyper frais. C'est comme si c'était hier. Et donc, je pense que j'appelle ça, moi, le futur du souvenir. C'est ma grand-mère qui me l'a amené. Elle est grande cuisinière, des tartes aux prunes, des tartes à la rhubarbe. Je peux vous citer tellement d'exemples. C'était un vrai artisanat, du pain au lait. Elle faisait tout elle-même. L'après-midi, c'était le passe-temps, c'était équeuter les haricots et écosser les petits pois. Ça, c'était le passe-temps. Et tout le monde se mettait comme ça en rond dans la cour. Et on partageait ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Voilà. Et donc, j'aimerais revenir, j'aimerais pouvoir... Je rêverais que notre société puisse revenir à cette époque aujourd'hui. Voilà. Et à partir de quel moment tu t'es dit que tu allais devenir un pro de la cuisine ? À partir du moment où mon père m'emmenait au restaurant parce que mes parents étaient séparés, qu'ils ne savaient pas cuisiner, et que j'ai dit c'est vraiment ce métier-là que je veux faire. Voilà. Donc ça a été une multitude de choses. Mais à 14 ans, j'étais décidé. Assez jeune. Voilà. À 13 ans, j'ai dit à mon père, je veux faire la restauration. Il m'a dit, ok, je t'inscris à l'école hôtelière. Et voilà. Et après, le cheminement est complètement différent. Mais on reste avec un ADN... C'était un choix, c'est pas parce que tu étais mauvais élève. Pas du tout. Un choix, et je n'ai pas encore changé d'avis. Ouais. Même si aujourd'hui, je porte 2 casquettes, celle du cuisinier et de l'entrepreneur, et que celle de l'entrepreneur, mélangée à celle du cuisinier, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile, tous les jours. Voilà. Mais bon, voilà, ça fait partie de l'entrepreneuriat aussi. Et tu te voyais déjà chef étoilé quand tu as commencé ? Pas du tout. Tu avais un désir de gastronomie Non, je pense que je me suis... ma grande force, c'est que je suis un visionnaire, mais je n'ai jamais voulu me projeter pour ne pas être déçu. Donc, quelque part, être visionnaire, c'est savoir ce qu'on veut. Je voulais juste cuisiner. Cuisiner pour les autres et partager et donner une partie de moi-même aux gens. Et être visionnaire, c'est ça. C'est pouvoir... un peu estimer ce que sera l'avenir et comment les choses peuvent un petit peu être mises en place par rapport aux changements, aux grands changements de la planète, etc. Mais pas se projeter pour ne pas être déçu soi-même. Donc je pense que je suis un homme qui suis chaque fois heureux à chaque étape. Donc tu as fait l'école hôtelière de 4 Namur, ans. Oui, 4 tout à fait. Pas en apprentissage. En école technique, avec des stages à gauche, à droite, dans les Ardennes, entre autres, dans des maisons étoilées ou pas, des maisons familiales, 2 mois et demi à Boulogne-sur-Mer. Voilà, tout à fait. Et puis après, voilà, un schéma, j'ai tout mélangé en fait. Je ne me suis pas arrêté qu'à la maison étoilée. J'ai toujours écouté mon cœur et les besoins que j'avais par rapport à ce que Au moment ? Oui, ce que j'avais besoin à ce moment-là. Voilà. Donc c'est pas un calcul, c'est... Voilà. Et puis c'est la rencontre aussi, le métier. Donc j'ai rencontré un gars qui m'a dit, tiens, tu irais pas faire un stage là-bas ? Oui, j'ai été là-bas et j'étais toujours travaillé gratuitement. Donc vraiment pour parfaire mes connaissances et apprendre des autres et des gens avec qui je partageais ce moment-là. Et après l'école, la carrière professionnelle commence. Donc je viens de... Si vous voulez, j'ai dû apprendre à me débrouiller parce que j'ai pas eu... On n'a pas toujours eu beaucoup de chance à un moment donné. J'ai pas eu beaucoup de chance dans mon adolescence à un moment donné. Et je crois que c'est ce qui a fait ma force aussi. Et je suis arrivé sur Bruxelles et j'ai trouvé un restaurant
Je suis arrivé comme commis parce que je rentrais des États-Unis. D'abord, j'avais fait un stage aux États-Unis de 3 mois. Je suis rentré des États-Unis. Je suis arrivé, j'ai rencontré ma petite amie, Stéphanie, qui est ma femme actuelle. Je lui dis, écoute, moi je veux monter sur Bruxelles parce que je veux pas rester sur Liège. Je suis d'origine liégeoise, mais je savais que j'avais pas trop d'intérêt. Puis je zonais un peu entre une pizzeria, les sorties. J'étais un peu un jeune, un peu trop jeune certainement. Voilà. Donc, et je dis, je vais monter sur Bruxelles, mais j'avais même pas même pas d'argent pour me payer ma garantie locative. Donc, j'ai dormi. Mon histoire a commencé dans une Honda Civic modèle 82 devant la Villa Lorraine. Je dormais devant la Villa Lorraine pendant 3 semaines. Et tu travaillais là-bas? Non, je travaillais au restaurant L'Amandier, mais mon meilleur ami, Alex, était compagnon à la Villa Lorraine. Et je lui avais demandé est-ce que je peux pas dormir, avoir une piole pour dormir à la villa. Et puis il me dit non, ils ne veulent pas te laisser dormir avec nous, c'est pas possible parce que tu fais pas partie de la brigade. Et donc j'ai dormi 3 semaines à la villa, sur le parking, voilà. Et mon pote venait me réveiller le matin. Voilà, il venait me réveiller parce qu'il n'y avait pas encore les portables, hein, on n'avait pas encore de portables, etc. Il venait me réveiller le matin et j'allais me laver à l'évier du restaurant dans lequel je travaillais. Bon, voilà. Donc c'était un peu, voilà, ça c'est mon démarrage sur Bruxelles. Après j'ai eu mon premier salaire, j'ai pu louer un tout petit studio à Anderlecht avec ma copine Steph qui est arrivée faire des études de gestion hôtelière. Et Steph a commencé à travailler. Donc on a commencé comme ça tous les deux. Donc je commence à travailler à l'Amandier. Je fais plus ou moins 8-9 mois là-bas. Je fais un concours de cuisine. Je rentre au SAS chez Yves Matagne. Je tourne dans l'hôtel. Je fais pas que le cigré. Je rentre dans l'hôtel. Je fais tous les postes, machin. Je reste 1 an et 2 mois. Je m'en vais de chez Matagne et je continue ma carrière comme ça. Je saute d'une maison non étoilée à une maison étoilée, puis je rentre dans une autre maison étoilée chez Roland de Beuys, avec qui je deviens commis du Bocuse d'Or. Hop, tac, 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 tout suit son cours. Je repars aux États-Unis. Entre-temps, je travaille dans un petit hôtel, l'hôtel Léopold, pour dépanner un copain qui est chef là-bas. Donc ma carrière au début est un petit peu, je sais pas très bien, mais si, je sais ce que je veux, mais je veux vivre des expériences. Mais elles ne sont pas toutes fructueuses, hein, donc il y a beaucoup d'échecs quand même. Mais à un moment donné, je repars aux États-Unis et là ça commence à se structurer. Ma femme vient avec moi, donc on commence à il y a mon beau-frère qui vient avec moi aussi. Donc notre histoire est un peu particulière. Et puis là, je commence un peu à savoir ce que je veux, à comprendre ce que je veux et à savoir où je veux aller. Donc, et alors qu'est-ce que tu voulais? Donc je rentre des États-Unis, puis je sais que je vais faire de la gastronomie, quoi. À ce moment-là, je veux faire vraiment, je veux m'affiner dans la gastronomie. Je sens le besoin d'apprendre. Je rencontre un chef qui vient de chez Michel Guérard, qui est Pascal Silman. Je reste 2 ans et demi avec lui. Je deviens sous-chef exécutif, et puis après, je prends ma première place de chef dans un restaurant qui s'appelait Voyage à travers l'essence. À Bruxelles? Oui, c'était un concept un peu avant-gardiste. C'était une experte en vin rare de collection qui s'appelait Véronique Touffard, qui, elle, cherchait un chef. Et c'est par le biais d'un chef français qui s'appelle David Martin qui me connecte avec elle parce que c'est un de ses amis. Voilà, donc David Martin me trouve... Je rencontre David Martin, c'est comme ça que ça devient un pote à l'époque. Je prends la place de chef et j'y reste 2 ans et demi. Elle ne veut pas avancer et moi je veux avancer. Et je lui dis, écoute Véronique, madame, je dis, moi vous n'avez pas envie d'investir? J'avais un peu de l'ambition, j'ai toujours un peu d'ambition, pas par orgueil mal placé, mais par plaisir. Voilà, pour essayer d'avancer dans la vie en fait, ni plus ni moins, mais en respectant les gens, sans écraser qui que ce soit. Et je lui dis, j'aimerais bien savoir si vous avez envie d'investir, de continuer à évoluer avec moi. Et donc elle me dit non. Et donc c'est à ce moment-là que je suis rentré à la maison, après cette discussion avec cette patronne, et que je rentre à la maison et je regarde ma femme et je lui pose la question des 2500 €. Et là mon histoire recommence vraiment. Et donc tout a démarré comme ça. Mais on a démarré de rien avec ma femme, mais plusieurs fois. On a redémarré 3 fois de rien. Et c'est très bien en fait. C'est très bien. Parce qu'en fait quand on a trop, on est dans une zone de confort qui ne rend pas service en fait. Voilà. Est-ce qu'il y avait des chefs que tu admirais à cette époque? Ah oui. Moi, dans ma chambre à l'internat, j'avais déjà des posters de Paul Bocuse, de Marc Aberlin,
de toute la grande France. Michel Guérard, plutôt des chefs français. Alain Chapelle, oui. On était, et ici, quelques Belges, Pierre Wenans, Romeyer, donc je regardais, j'avais des bouquins, je m'intéressais déjà à ça, je lisais, je m'informais, et j'étais attiré par ça. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, quand j'ouvrais un bouquin de cuisine d'un de ces grands chefs, c'était pour moi incompréhensible. Au départ, c'était incompréhensible. J'avais pas l'esprit qui était prêt pour ça. Et aujourd'hui, quand j'ouvre un de ces bouquins-là, c'est comme si c'était clair comme de l'eau de roche. Ouais. Voilà. Donc c'est marrant, c'est l'évolution de l'homme et l'évolution de la personne qui compte. Est-ce que, comment s'appelait ton premier restaurant dans le showroom? Bonbon. Bonbon déjà. Salon d'artisan cuisinier. D'accord. J'ai mis la dénomination parce que comme c'était pas un restaurant conventionnel, que c'était un salon où les gens se sentaient bien, on était des artisans, qu'on faisait tout maison, le pain, tout était fait maison, et que c'était les cuisiniers qui servaient. Donc, je dis, il y a 17 ans, j'avais Comme pas... on a aujourd'hui. Oui, il y a 17 Ouais. ans, j'avais pas de service de salle, donc c'était les cuisiniers qui servaient. Et, le Noma, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, mais ça me fait plaisir parce que j'étais un peu en avance aussi, et on n'avait pas le choix. Oui. Et on n'avait pas... Donc, les cuisiniers prenaient les commandes des apéros, servaient les apéros, on faisait tout. On servait les plats, on prenait la commande, hop, et on dressait nos plats et on allait porter. Voilà. Donc ça, c'était il y a, en 2001, l'âge de ma fille, parce que ma fille a 17 ans aujourd'hui. Bonbon est né avec mon premier enfant. Et bonbon, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ben c'était avec les collègues, hein. On était en cuisine, on goûtait, on disait c'est bon, et puis après moi je me suis pas cassé la tête. Et en fait, il y avait un copain qui me disait, il me dit mais tu sais, t'as mis en plein dans le mille parce que bonbon, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, c'est l'un des premiers mots qu'on apprend dans les autres langues. T'as marketingment parlant, t'as mis en plein dans le mille. Ouais, je dis c'est génial. Je dis j'ai pas fait exprès. Et donc tu l'as gardé quand tu as déménagé dans un ancien bistrot, enfin tu as gardé ce nom. Oui. Alors donc là, après 2 ans, 2 ans là-bas dans ce magasin de meubles, premier petit problème, on commençait à vraiment prendre de l'ampleur. Et donc il y avait une brasserie qui était dans le Goulet-Louis. C'est un bâtiment qui est détruit aujourd'hui. Et le gars, il voyait qu'on prenait de l'ampleur. Et je me dis, moi j'ai 400 mètres carrés ici, ils vendent pas de meubles, je vais faire un truc de malade. Je me voyais, tu sais, c'était pas de la démesure, mais je dis, je ferais bien un petit restaurant fusion asiatique, je ferais bien mon petit gastro à 22 places, et je verrais bien une belle sandwicherie là pour le midi, pour les gens, avec des vrais sandwichs, du pain croquant et des salades faites maison et tout, des trucs comme ça. Donc je commence un peu à délirer, à rêver. Et évidemment, la brasserie, voyant qu'on prend trop de place, il a réclamé une exclusivité Horeca qu'il avait dans son contrat. Il a fait un procès au propriétaire du magasin de meubles. Ah oui. Et donc un jour, on arrive là avec la petite brigade que j'avais, c'est-à-dire on était 6, et je m'en souviendrai toute ma vie. Et un jour matin, huissier de justice, avis sur la porte, voilà, vous devez absolument arrêter cette restauration, sinon c'est astreinte de 2500 € par jour. Et donc je regarde mes gars, je dis les gars, aujourd'hui on ne se change pas. On ne se change pas, je suis désolé. Voilà, mon dossier était défendable, j'avais des avocats qui s'intéressaient, qui étaient prêts à m'aider. J'ai dit non, c'est pas grave, c'est que ça doit aller comme ça. Et donc, on ne se change pas. Je dis, mais c'est pas grave, je dis, j'ai du boulot déjà pour tout le monde. J'avais senti revenir le truc et j'avais été en relation. Et via, parce que des rencontres, il y a quelqu'un qui me dit, il y a un petit bistrot à Uccle, il vient de perdre son associé, il ne sait pas s'en occuper, est-ce que tu veux pas l'aider? Il cherche un chef, machin, bon. Et alors ça s'appelait 1 million de Bruxellois et moi, faisant allusion à la chanson de Jacques Dutronc. Et je dis, c'est pas grave, on y va. J'y vais avec mon premier sous-chef de l'époque, Migou, mon deuxième sous-chef, Nico. Enfin voilà, on essaye de sauver les meubles. Et je dis, ouais, on est dans l'ombre, il y a un tableau noir. Et je dis, c'est pas grave, on va faire un tableau tous les jours. Donc c'était encore l'époque où les chefs étaient... Ça pesait sur Bruxelles, il fallait encore des cartes et machin. Je dis mais nous on n'a pas les moyens de faire ça. On va pas faire de cartes, on va se fondre dans le truc, on va faire du bruxellois. Ouais. On va faire du bruxellois. Mon premier contact certainement avec la cuisine bruxelloise, il y a évidemment 17 ans, 15 ans, 16 ans quoi, 16 ans en 2003. 2003. Et on se glisse là. Tableau noir, on frotte tous les jours, on fait des suggestions, je commande des trucs. Vraiment du bistrot. Oui, et puis les gens reviennent tout doucement. Ouais. Et donc le patron est content, mais bon, il a des dettes à rattraper, etc. Et puis il me dit à un moment donné, voilà, écoute, moi je veux m'en séparer. Est-ce que ça t'intéresse? Et puis il me dit, ouais, mais ça coûte autant. Il me dit, ça coûte X milliers d'euros. C'était en dizaines de milliers d'euros.
Et je regarde mes économies, et encore rebelote, tu vois, donc tu es encore dans le même système, tu dis, je vais aller voir les banques, peut-être que là, on va m'aider. Non, aucune banque ne t'aide, hein, donc il ne faut pas compter dessus. Et c'est là, aujourd'hui, où il y a vraiment quelque chose à faire pour aider les jeunes. Il faut absolument, je pense, développer, en tout cas, un fonds qui peut permettre à des jeunes talents, parce que souvent, les talents, c'est ceux qui n'ont pas d'argent, quoi. C'est ceux-là qu'il faut aider, c'est pas fondamentalement ceux qui ont les moyens. Donc, il y a un truc à faire là-dessus. Et j'ai dit, je mets 7 500 € sur la table. Donc j'ai un peu augmenté mon capital, tu vois. En 2 ans, j'ai augmenté mon capital et puis je te paye le reste tous les mois. J'y vais comme ça au culot. Et il me dit OK. Donc on commence et tous les mois il vient chercher ses sous et je le paye. Tout et voilà, c'est une convention faite par avocat, machin. Donc je paye comme ça. Et puis avant la fin de ma première année, il me dit écoute, je suis dans la merde, j'ai besoin de mon pognon. Je dis c'est pas grave. À partir de ce moment-là, tout change. Donc, tout change. Je ne sais pas faire plus de couverts, mais ça se remplit. Donc, en 2004, je suis en novembre 2003. La première, la première étoile tombe. Dans le bistrot. Dans le bistrot, le directeur du guide Michelin était venu manger. Et moi, je ne savais pas qui c'était. Il mange, et direct. Même pas 6 mois après l'ouverture, j'ai exactement 26 ans à cet âge-là, la première étoile tombe. Et là, c'est génial. Donc, le stress, voilà. Et puis, jeune de chez Golmio, découverte de l'année pour Golmio, machin, tout s'enchaîne, quoi. Donc, du coup, et là, on peut dire ce qu'on veut. C'est vrai que si on n'est pas découvert à temps, on attend de tomber 10 fois en faillite. Et donc, je dis au gars, c'est pas grave, je vais te payer. Sans banque, hein. Et je le fais au culot, mais je m'endette jusqu'à l'os. Je demande à mes fournisseurs, je dis laissez-moi courir les crédits, je vais vous payer, et je m'endette, mais à mort, quoi. Donc c'est dur, le financier, tac, c'est galère. Donc j'ai connu vraiment de l'eau et du pain avec ma femme, le stress. Donc voilà, Donc, tu t'es endetté auprès de tout le monde, de tout le monde qui voulait te prêter un peu d'argent, mais pas tes fournisseurs, d'accord. Permis de réaliser mon bistrot. Donc je me suis endetté et j'ai fait une partie de poker une deuxième fois. Et donc et puis première étoile 2004 et là ça n'a plus jamais des amplis. On a complété midi et soir et ça, heureusement que ça m'a permis de pouvoir payer mes dettes. Et après 8 ans là-bas. On commence à être à l'étroit, je ressens le besoin, donc on est à un moment donné, on est à 12, 14 à travailler là-bas. Dans ce petit bistrot, on fait quand même, je mets même des gens dans mon cellier, dans ma cave à vin, même Alex y a mangé. Les gens mangeaient parce que je voulais gagner quelques couverts, je dis il faut être malin, et on n'a pas le choix. Donc c'était un endroit dingue aussi, hein, c'était génial, les gens s'amusaient, c'était la fête. Et voilà, après 8 ans, je sens trop peu de place et je dis, mais il faut bouger, quoi. Il faut bouger et il faut faire le grand saut, encore une fois. Et donc, de fil en aiguille, le bouche à oreille. Et là, les banques sont prêtes à me suivre. Voilà. Donc, du coup, avec un chiffre d'affaires qui est développé, et j'arrive ici, je visite la maison, ici, avec ma femme, et puis on sort d'ici et dit avec ma femme, c'est ici que ça va se passer. Et là, plan financier, voilà. Et au fur et à mesure que la vie avance, si tu veux, il y a quand même beaucoup de gens qui sont bienveillants. Il y a plein de gens bienveillants. Voilà. Après, sur 16 ans, 17 ans d'existence, il y a eu beaucoup de tri aussi. Hein. Il y a eu des erreurs, voilà. Mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont bienveillants et qui ont envie de croire en un projet, porter un projet avec toi, tu vois. Et donc, quelque part, aujourd'hui, c'est un peu le résultat de plein de gens bienveillants autour de la maison, autour de moi. Et c'est une vraie histoire, quoi. Voilà. Et ça, c'est ce qui m'émeut toujours. Voilà. Je ne regarde jamais en arrière, mais j'aime me souvenir de ces moments. Pas par nostalgie, mais par plaisir, en me disant c'est génial, c'est une chouette histoire. Voilà. Et le cheminement et le fait de ne pas brûler les étapes, ça a été important selon toi ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est la notion du temps. C'est vraiment quelque chose que je préconise auprès de mes collaborateurs, auprès de tout le monde. Je n'ai pas envie qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi. La notion du temps est très importante. Il faut grandir petit à petit. Oui. Voilà, ne pas brûler les étapes. Et ici, il y a plein d'exemples. Je pense à Adrien qui est là avec nous assis, ou à Sébat, à Basile, à Max. Toutes des personnes qui sont arrivées à moi
avec une certaine philosophie de vie certainement, et la leur, il n'y a pas de jugement, mais pour comprendre le métier, il faut le temps. Et je pense qu'aujourd'hui, il l'a compris, la notion du temps pour cuire un poisson, pour cuire quelque chose, pour conserver, pour faire plein de choses. Et ça c'est ce qu'il faut vraiment réapprendre aujourd'hui à plein de gens. La notion progresser du temps. aussi, progresser, construire ta maison. Progresser, reprendre du temps sur sa vie. C'est pour ça qu'on a fait des choix, je t'en parlerai après, mais reprendre du temps sur sa vie, être bien dans un équilibre. Voilà, donc ne pas brûler les étapes, c'est très très important. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi ? Ce que représente la cuisine pour moi Tout simplement. Oui, tout simplement le partage d'une vie. Ouais. Ça, c'est d'une vie et d'une histoire. Et d'une histoire, le partage d'une vie et d'une histoire, oui. C'est tellement énorme, quoi. Voilà, on est des apprentis perpétuellement. On reste des apprentis, quoi. Et quand nous on a fini avec une vision, notre vision de voir la cuisine, il y en a un autre qui arrive, et c'est pour ça que voyager est hyper important aussi pour aller à l'encontre des autres, à la rencontre des autres, et de partager, d'échanger, de pouvoir amener quelque chose, se nourrir et apprendre comme un apprenti. Voilà. Et qu'est-ce que tu cherches à transmettre avec tes assiettes ? De l'amour. De l'amour. Oui, vraiment, c'est un acte d'amour, la cuisine. Il ne faut pas oublier que c'est une grosse responsabilité de nourrir les autres. Et nourrir les autres, je pense que cette responsabilité va grandir avec l'avenir. Tout le monde prend conscience de cette phrase, je crois que c'est Bria Savarin, c'est « dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Donc on ingurgite des choses, mais nourrir les autres, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité, elle va changer dans les 20 prochaines années. C'est fini de considérer la nourriture comme étant un simple carburant qui fait avancer une machine. Ce n'est pas un moteur. Aujourd'hui, il y a une nourriture philosophique, psychologique, et un vrai bonheur aussi, de manger, quoi. Voilà. Et la table, c'est tout. Tout se passe autour d'une table. L'amour, l'amitié, le business. Tout se passe autour d'une table, surtout pour les Européens. Et je ne pense pas que pour les Européens, mais chez nous, c'est vraiment notre culture et on a besoin. Et voilà, on se fait un barbecue entre amis. Quelle fête, quelle énergie autour d'une table, c'est fantastique. Donc, je pense on peut parler d'acte d'amour. Voilà. Alors, on a une tradition dans ce podcast, c'est une interview dans l'interview que j'appelle l'aller-retour. D'accord. Donc, il faut que tu répondes. Il faut que tu répondes du tac au tac. D'accord. Ton âge ? 42 ans. Ton signe astrologique. Balance. Ton plat signature. Boulettes sauce tomate. Ton plat préféré. Boulettes sauce tomate. Le chef que tu admires le plus. Alain Passard. Ton ingrédient préféré. L'ail. Ton ingrédient détesté. Il n'y en a pas. Ton ustensile fétiche. Oh, il y en a qui ont des objections, je crois. La châtaigne et la Guinness. Donc il y a des personnes qui répondent. J'ai fait des efforts. La châtaigne et la Guinness. Mais je fais l'effort. Ton ustensile fétiche. Le fouet. Lequel Devinez. Ton dernier meilleur repas. La contact chef. Oui. Maison Violier à Crissier. Cuisine classique, mais super bonne. Le resto que tu aurais aimé ouvrir. Michel Bras. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait. Je suis mignon. Et la pire critique. C'est pas bon. Ça peut arriver. Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais. C'est pas bon ce que tu as fait aujourd'hui. Ouais, ça fait du bien. Ouais, une bonne critique comme ça, de temps en temps, ça met un peu les pendules à l'heure et ça te ramène un peu les pieds sur terre. Donc on a besoin de critiques, je pense, pour être vrai, pour être dans la véracité, il faut vraiment toujours un peu de critique.
Et on a Dans ce besoin cas-là, de ça. tu goûtes? Oui, je goûte tout. Et Je t'es goûte- d'accord? Je goûte ma cuisine. Est-ce que ça peut Alors, t'arriver de te dire alors, il avait alors, raison. c'est arrivé que je sois d'accord. C'est arrivé qu'un jour on ait mis trop de sel ou tu vois, et que je sois d'accord avec le client. Alors à ce moment-là, ce que je fais, avec beaucoup d'humilité, je vais présenter mes excuses et j'ai pas de problème à faire ça. Mon orgueil est bien soigné. Ce que je dis souvent dans ma brigade, je dis, mon orgueil. En fait, je veux un orgueil qui fasse avancer. J'ai pas besoin de me prendre de melon. Ce qui m'importe, c'est vivre les expériences avec les gens que j'aime. Et de garder une bonté de cœur et voilà. Et il y a une règle que j'applique maintenant de plus en plus avec la maturité et l'âge. Tu vois, Julie, c'est la règle des 80-20. Hein. Donc c'est 80% d'énergie pour les 20% de choses importantes et 20% d'énergie pour les 80% de conneries. Voilà. Donc je pense que c'est important de pouvoir à un moment donné pouvoir gérer un peu ça et avoir voilà, j'étais pas le même à 25 ans ni à 30 ans quoi. Donc voilà, ça aussi c'est la notion du temps. C'est que à l'âge de 20 ans et on doit se mettre aussi savoir comment on était à cet âge-là et parfois j'ai tendance un peu à l'oublier surtout avec mes enfants et peut-être avec mes collaborateurs de temps en temps aussi parce que j'étais comme ça mais on oublie parce qu'on avance quoi et donc on pose des choses voilà. Donc à table, tu revisites le terroir belge. Tu t'inspires de plats phares et populaires de la cuisine bruxelloise, comme on a pu goûter tout à l'heure, la tomate aux crevettes, l'asperge à ta flamande, Oui. la langue de veau sauce madère ou aussi le canard aux épices de spéculoos. Oui. Ça n'a pas toujours été le cas? Bien non, parce que je crois que en tant que cuisinier, quand on est formé, on suit un peu une trame à un moment donné. On est dans une trame de travail. Donc tu bosses avec Yves Matagne, c'est génial, tu apprends plein de trucs, tu vois, et il te dit voilà, le bar de ligne, il est fantastique, tu dois le cuire comme ça, machin. Le king crab de la mer du Nord, de la mer de Barents, il est fantastique, voilà. Tu vas bosser avec un autre chef, il te dit bah voilà, tu vois, le filet de bœuf de Wagyu, il est fantastique, tu dois le cuire comme ça, machin. Tu vas bosser avec un autre chef, il t'apprend à faire les gambero rosso et machin. Donc tout ça, c'est hyper riche en apprentissage et en travail. Et puis à un moment donné, quand même, tu remarques que si tu regardes la trame de la cuisine mondiale dans les 2 et 3 étoiles Michelin aujourd'hui à travers le monde, hein, en passant de l'Asie, l'Europe et les États-Unis, hein, comme pour faire court, mais tu vois que sur la carte de ces restaurants, il y a du king crab, il y a du foie gras de la Saint-Jacques et du bœuf de Wagyu partout. Alors, et de la langoustine. Donc, c'est pas qu'on ne veut plus travailler ça. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où les chefs doivent se réapproprier leur identité. Et se réapproprier son identité, c'est de se dire, mais voilà, moi je suis belge, je suis issu de quelque part. Qu'est-ce qu'il y a dans mon histoire, dans mon territoire, qu'est-ce qui se passe ici, que je puisse mettre en avant avec toutes mes compétences pour pouvoir élever mon travail, en tout cas récupérer mon identité et ne plus avoir l'impression de faire la cuisine des autres. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression de faire la cuisine des autres. Et on remarque qu'aujourd'hui, on est encore une minorité, mais le monde va changer vers ça. Parce que faire venir du bœuf de Wagyu du Japon, du Kobe, hein, alors que tu as des Japonais dans ta salle. Hein, l'autre fois, j'avais un Japonais de Kobe. T'imagines, il arrive ici, il fait 12 000 bandes et il voit sur la carte du bœuf de Kobe. Au yuzu. Je pense que voilà, le gars, il a envie de manger autre chose, quoi. Il a peut-être envie de découvrir une carbonate flamande faite avec de la joue, certainement, mais avec une identité beaucoup plus forte, avec un goût de bière. Qu'est-ce que la saveur belge, etc., etc. Donc, c'est un travail qu'on a mis en place avec mes collaborateurs, avec Alex, entre autres aussi. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui reprendre notre identité? On va travailler sur le territoire belge, quoi. Donc on a fait une étude un petit peu avec des amis journalistes et des historiens un peu sur le patrimoine belge de l'alimentation, des recettes, etc., sur son histoire. Dans les bibliothèques, vous êtes allé chercher... Là, j'ai beaucoup de bouquins maintenant. Ouais. Et maintenant, j'en ai encore. Et les gens savent maintenant que je fais un travail là-dessus. Et donc, du coup, on m'amène des bouquins. Voilà, on retrouve des vieux bouquins. Donc, je suis nourri en permanence. Et c'est vachement intéressant. Très, très intéressant. Et donc, on voit qu'on n'a rien inventé, mais en tout cas, on peut le remoderniser. Et donc... ce travail sur lequel on bosse depuis 2 ans maintenant, on commence à porter ses fruits. Donc ça demande beaucoup de temps, une fois de plus.
il faut rechercher, il faut s'inspirer et il faut retransformer pour amener cette cuisine avec une modernité dans notre époque. Donc ça demande d'utiliser les techniques que l'on a acquises au fur et à mesure des années de travail et d'amener beaucoup plus de légèreté, de fraîcheur, de réfléchir. Ça prend beaucoup plus de temps aujourd'hui de revisiter un plat de la cuisine belge que de poêler un morceau de wagyu. Hein. Voilà. Et puis en plus, les gens ont un souvenir, ont une idée, surtout les Belges connaissent par exemple la tomate aux crevettes que je ne connaissais pas, mais ils ont envie, ils ont une certaine attente aussi, peut-être un souvenir qu'ils ont envie de retrouver, toi-même aussi. Les Belges sont heureux de retrouver ça d'une autre manière, en tout cas avec une vision complètement contemporaine, mais surtout c'est les étrangers qui découvrent ce que c'est le goût belge, quoi. Le goût belge, je te disais la muscade, il y a des goûts qui nous appartiennent à nous, et donc dans la muscade sur l'asperge, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient, ou la crique, tu vois, voilà, et on est fiers de ça, on doit juste être fiers de son territoire, et on doit quelque part à un moment donné prendre conscience qu'on n'a pas besoin on doit juste être ce qu'on est en fait, voilà, et ça demande du courage aussi un petit peu, voilà, mais il y en a plein de chefs qui font ça maintenant, et ça donc c'est vraiment, je ne suis pas le premier, et je ne suis pas le premier à faire ça, et non, mais en Belgique en Belgique je suis certainement l'un des rares aujourd'hui à le faire, oui, et je suis content d'avoir été le premier à le faire, parce qu'en plus au niveau international ou peut-être en France, on a une image de la cuisine belge un peu limitée aussi. Et est-ce que tu penses que c'est pour ça que les chefs belges ne s'appropriaient pas leur territoire ou... Je pense qu'on est un peu... je veux pas être... Au départ, on est certainement un peu trop humble, d'une part, et un peu gêné peut-être. Oui. Je sens qu'il y a un peu de gêne parce que la France, notre voisine la France, et qui est un monstre de la gastronomie. Et la France, elle fait ça depuis combien de temps, hein, depuis 150 ans, quoi. Donc, je veux dire, on est un peu gêné, on ne doit pas être gêné, quoi. Juste, je pense que les Français seraient contents de venir découvrir ce qu'on leur propose ici en Belgique. Et on a même, voilà, et on a même retravaillé la frite. On a beaucoup de choses à leur donner, on a beaucoup de choses à leur montrer, et c'est vraiment très très chouette. Donc, t'as combien de recettes là, ton répertoire, on va dire, que tu as retravaillé? Écoutez, je sais pas, on doit être à combien maintenant? On doit être quinzaine de recettes, hein, une petite quinzaine, 16 recettes, un mélange de création et de revisite, oui, 16, presque la vingtaine, oui. J'espère que ça pourra donner lieu à autre chose. Voilà. C'est génial parce que ça suit en même temps ce qu'on a vu ce midi, ça suit les saisons, les asperges, bien sûr. Tomates, crevettes. Non, c'est clair. Et par exemple, j'ai un trou sur le nom du poisson. Mackerel, non. Le maquereau. Le maquereau de la mer du Nord, ouais. Le match, pardon. Aussi. Ouais, le matchus, ouais, Alexandra me disait que ça dure que 3 semaines, donc voilà. C'est très court. Exactement. Tout ça, c'est très important de le montrer et surtout de le valoriser, quoi. Voilà. Et on sent quand même que on a une vraie histoire à exprimer, à montrer au monde, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a Pardon. Non, vas-y. Est-ce qu'il y a un plat qui symbolise... quel est le plat qui symbolise le plus ce travail de recherche ? Aujourd'hui, l'un des plats, je pense que c'est... il y en a plein, quoi. Mais on adore le lapin à la gueuse qu'on a recréé. On a fait une carbonade de bœuf, mais avec une cendre d'oignon. On en a quelques-uns, quoi. La tomate crevette, je pense que ça c'est vraiment iconique maintenant. C'est vraiment un des plats que les gens ont dans la tête. Et on avance comme ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se construit. On a maintenant créé une tête de veau en tortue. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? La tête de veau en tortue, c'est une espèce de fromage de tête de tête de veau. Voilà, avec de la tomate et des œufs durs et des cornichons. Et donc tu l'as revisité? Ouais, on l'a complètement revisité en pâte farcie. D'accord. Avec un bouillon, avec un gel de cornichons, etc. Donc tu reprends les mêmes ingrédients, mais tu les retravailles complètement voilà. Mais différemment. on a le goût de la tête de veau en tortue. Voilà. Est-ce que ta cuisine, ton style, te ressemble plus aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je suis moi-même. Tu t'es retrouvé? Oui, je me suis retrouvé. Et j'aime cette cuisine, en fait. J'aime les choses qui sont cuisinées. Donc, pour moi, c'est important d'amener
dans nos plats quelque chose qui est représentatif de ce qu'on est. Et les choses cuisinées, les choses qui sont de la profondeur de goût, ça pour moi c'est une priorité. Je ne veux pas être un cuisinier d'assemblage, mais un vrai cuisinier. Et c'est pour ça que à l'époque, comme j'étais tout seul en cuisine, ce qui était important pour moi, c'était d'abord de cuisiner. Et je mettais les choses assez brutes sur l'assiette. Donc j'ai dû aussi évoluer avec ça. Voilà. Une importance des sauces aussi. Ah oui. J'ai remarqué dans les assiettes. Pour moi, les sauces, comme dirait mon ami Yannick Aleno, je trouve que c'est la signature de la cuisine, de la haute gastronomie. Et lui, il en parle pour la France et il a raison. C'est comme ça, c'est quand même avec des Français que j'ai appris principalement la cuisine. Et donc, quelque part, c'est la signature de ce que, je dirais, de ce que représente la haute gastronomie. Voilà, bien sûr. Et quelle a été la réaction des clients quand tu leur as servi du sprout? Je crois que c'est ça, à la place du king étonnamment. crab Alors, étonnamment, je pense que ça passe drôlement bien. On ne sait pas, on s'est jamais posé la question en fait. On a imposé les choses, on s'est dit voilà, ce sera comme ça. Et c'est pas une fois de plus de l'orgueil ou de tout le monde a sa vérité, tu vois. Je dis, c'est pas, j'ai pas la vérité absolue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner quelque chose qui correspond et qui raconte une histoire. En tout cas, il faut un story dans l'assiette et c'est ça qui est important pour les équipes de salle, pour nous être en accord avec ce qu'on est et surtout pas trop se poser de questions parce que quand on se pose trop de questions, on hésite et j'ai pas envie d'hésiter. Voilà, j'ai ma vérité, mais je n'ai pas envie d'hésiter. En disant est-ce que je suis en accord avec ça? Et c'est parfois beaucoup de murs aussi, beaucoup d'échecs. Hein. Donc on prend des murs, on prend des échecs et tant mieux, heureusement, c'est rassurant. J'imagine que pour 16 plats, tu parlais de 16 plats aboutis, il y en a d'autres qui ont certainement pas abouti. Mais non, il y en a plein qui sont encore, je sais pas, cours, je me souviens plus, mais on en a plein comme ça qui sont sur le côté. Et puis parfois, je pense qu'on revient à un moment donné, on va repartir sur une idée. Le lapin à la gueuse d'abord. Hein, il y a eu la tomate crevée, ça a été des flops au départ, un petit peu, c'était des flops. et puis après, voilà, d'un coup, alors à un moment donné, je remets le tablier, et je me fais un peu violence, quoi. Je me dis, oh là, il faut y aller, quoi. Faut que tu te réveilles. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'endors et on se met des tartes à soi-même, quoi. Et ça fait du bien. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand vous êtes au-dessus de la pyramide, hein, enfin, je me considère pas au-dessus de la pyramide, mais quand on est chef entrepreneur, on travaille avec des collaborateurs, voilà. Même si je suis contre la gestion pyramidale, mais plutôt une gestion horizontale. Je ne suis pas un patron, je suis un leader. C'est ce que je dis toujours à mes hommes. Quand on est quand même au-dessus, il n'y a plus personne qui tape un peu sur la tête ou sur les doigts. Donc de temps en temps, un client te remet à ta place, ou ta femme, ou une amie, ça te fait du bien, tu vois, ou même un de tes cuisiniers qui dit, tu vois, donc il faut savoir écouter en fait. Et ça, c'est ce que je dis souvent, c'est observer, écouter, c'est vraiment être attentif à ce qui se passe autour de soi pour mieux comprendre le monde dans lequel on évolue. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis en cuisine? Oui, copier les autres. Alors ça, je m'interdis. Ou alors, je ne dis pas que je ne reprends jamais une idée, mais je m'interdis de copier les autres. Et il y a des choses, par exemple, des techniques où je me dis ça je ne veux pas faire, ou ça je ne veux pas parce que ça ressemble trop, voilà. Ou alors, voilà, il y a des choses comme ça, c'est pas possible pour moi. Non. Ou travailler un produit ou autre chose, ou machin, voilà. Comment tu te présentes quand tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas? Chef, restaurateur, entrepreneur, tu disais tout à l'heure, cuisinier? Christophe, citoyen du monde. Oui, je ne parle jamais d'entrepreneuriat ou de chef. Non, j'ai pas. Non. Donc on te demande ton métier? Mon métier, oui, je dis que je suis restaurateur. Restaurateur. Oui, je dis que je suis restaurateur. Je ne parle pas de chef, je ne parle pas d'entrepreneur, restaurateur. Ouais, c'est un peu voilà. J'ai pas encore trouvé d'autres mots, mais voilà. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu t'es senti chef? Honnêtement, ça c'est une question difficile. Je pense que ça a à voir avec l'humilité, mais justement, je me sens pas chef
A priori, oui, je sais ce que je peux représenter aux yeux de la société, etc. Mais quand je mets le tablier et que je suis à côté de mes hommes, je me sens pas chef, quoi. Voilà, je me sens pas, je me sens leader, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Oui. Donc tu manages. Je me sens leader. Comment tu manages Comment je manage avec beaucoup de proximité. J'essaie d'exprimer les choses, de faire comprendre, de donner des clés aux hommes pour leur permettre d'accéder à ce que j'ai envie de leur montrer. Tout à l'heure, je t'ai vu montrer un geste, justement, enfin, j'imagine remontrer un geste sur le macro et sur la façon de couper. C'est important, cette transmission et cette façon de faire. C'est très important parce que la transmission, c'est quelque chose qui doit se faire dans le juste dosage, les justes valeurs, etc. Et oui, je crois que c'est l'une des choses les plus importantes de notre métier. Et sur ton site, j'ai vu que toute ton équipe était nommée par son nom et son prénom, qui était assez surprenant. Oui. C'est important. Oui, parce qu'en fait, c'est une grande famille. Ici, c'est une grande famille. L'équipe, c'est... Alors certes, c'est vrai que je suis toujours là pour montrer le chemin, ou quand je veux marquer mon désaccord, si ça ne me plaît pas. Mais c'est une famille, on passe beaucoup de temps avec nos hommes, donc on a intérêt à bien s'entendre avec eux. On n'est pas juste là pour faire le job. Voilà. Si on est là pour faire le job, je pense que honnêtement, ça vaut pas la peine de faire ce métier. Voilà. Donc on est une grande famille, on est là pour donner du bonheur aux clients. On a des objectifs, mais voilà, on reste très humain. Hein. On sait tous qu'on est tous des gars sympas, mais voilà, mais qu'il y a besoin de résultats quand même, parce que voilà, c'est une entreprise malheureusement, et on a la responsabilité de devoir payer tout le monde à la fin du mois, quelque part, comme tout le monde, et donc quelque part, on doit amener ça avec beaucoup de sérénité. Ça doit pas être quelque chose qui doit être de la déchirure ou qui fait mal, quelque chose qu'on doit porter ensemble. Et on porte un projet, et donc tout le monde a son rôle à jouer dans ce projet. Et donc, voilà, on porte un projet, chacun a son rôle à jouer. Moi, j'ai envie de dire qu'on s'appelle, voilà, on est très proches l'un de l'autre et on doit bien s'entendre. Et j'aime tous mes hommes. Et d'ailleurs, ceux avec qui ça ne va pas, ils s'en vont. Il y a une sélection naturelle qui est énorme. Ça ne fonctionne pas. Ils ne peuvent pas tenir. C'est vraiment l'âme qu'on a mis dans cette brigade et dans cette équipe. Ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir parce qu'il y a de la rigueur, il y a de la gentillesse, mais il y a aussi une réalité. Et donc, quelque part, c'est très important voilà, de porter un projet plutôt que d'être un patron. Quoi. Je ne suis pas un patron ni un chef, je suis un leader et j'essaie de créer un style, de m'amuser, de prendre du plaisir. Voilà. Et tu t'absentes assez peu de ton restaurant ? C'est un besoin viscéral d'être là ? Oui, c'est un besoin d'être dans ma maison pour sentir l'ambiance, de pouvoir porter le projet avec mes hommes. Et voilà, j'ai décidé d'être cuisinier. Je me dois d'être là pour mes clients, quoi. Je dois cuisiner et c'est quand même gai de voir ces clients, de les revoir partir avec un grand sourire. Mais j'essaye de temps en temps de m'échapper pour une activité professionnelle, parfois. Je dois pouvoir le faire de temps en temps, hein, mais pas abondamment, mais pour que chaque membre de mon équipe trouve sa place. Je crois que c'est important aussi que chacun trouve sa place, c'est-à-dire mes sous-chefs, voilà. Et on remarque maintenant, si demain je ne suis pas là, je sais que ça va aller. Ça roule. Ça va aller. Voilà. Et d'ailleurs, ils vont prendre plus sur eux-mêmes, quoi. Ouais. Il y a une espèce de réaction, que ce soit en salle ou en cuisine, mais naturelle, pas une pression néfaste, mais quelque chose qui... Il y a une prise de responsabilité, une prise de conscience de responsabilité qui fait qu'à un moment donné, ils veulent bien le faire parce qu'ils ont envie de me faire plaisir, ils n'ont pas envie de décevoir, et je crois que c'est vraiment très, très réel, quoi. Voilà. Mais j'essaie de le faire un petit peu de temps en temps. Voilà. Mais d'autant plus que, c'est plus difficile de s'absenter aussi, sans doute quand on a une cuisine ouverte comme tu l'as. Et c'est assez rigolo, dans la salle, toutes les tables sont tournées vers la cuisine, comme si c'était le spectacle un peu. Eh oui,
Écoute, Julie, moi j'ai pas la chance d'avoir la vue sur mer ou sur la montagne, donc Vue cuisine. voilà, qu'est-ce que je peux offrir? C'est un dîner spectacle et c'est la vue sur la cuisine. Donc quelque part, c'était important de montrer aux gens que notre métier est quelque chose de vivant. Il y a une énergie, il y a une énergie, il y a une montée d'adrénaline. Les gens voient ce qu'on développe pour pouvoir sortir quelque chose de bien dans l'assiette, quoi. Et tout à l'heure, tu me disais en off, si on me met derrière 2 portes battantes, je peux plus. Là, tu me tues. Là, je pense que maintenant, tu tues toute ma brigade. Ils s'éteignent. Voilà. Le cuisinier est quelqu'un qui a besoin de se nourrir aussi, je pense, même si les personnalités sont toutes différentes. Et voilà, on a besoin de se nourrir du plaisir que les autres prennent, en fait. Parce que comme on est là pour donner du plaisir, si on sent que les gens prennent du plaisir, c'est un métier un peu égoïste en fait. On doit d'abord nous prendre notre pied, hein, même quand on fait un plat, ça doit d'abord nous plaire à nous. On doit d'abord prendre du plaisir nous avant que les autres prennent du plaisir. Voilà. Quelque part, tu nous tues, quoi. Tu nous mets derrière des portes battantes, je crois qu'aujourd'hui je ne saurais plus faire marche arrière. C'est impossible pour moi de pouvoir être enfermé dans un bocal, quoi. Et surtout, le fait de ne pas avoir de porte battante et d'avoir une seule pièce, on n'a pas créé de frontière avec la salle. Oui. Donc il n'y a pas de guerre. Quand tu mets des portes battantes, tu crées une frontière entre la salle et la cuisine. Ça veut dire que tu crées 2 équipes. Ici, c'est une seule équipe. C'est une seule équipe qui porte le projet. Que ce soit, et d'ailleurs, quand la salle est un peu en difficulté, on sort, on va amener une assiette, on va échanger quelques mots. Je peux prendre une commande pour Benoît quand il est un peu. Donc, tu sais, je connais les clients. Voilà, ça, c'est des choses qui se font naturellement. Un échange, je suis chez moi et les gens viennent chez moi. Je les invite. Enfin, je les invite pas, mais oui, je les invite à venir chez moi, dans ma maison. C'est ma maison. Et c'était pour ça que c'était important pour moi aussi d'être propriétaire. Tu me parlais aussi que tu avais mis en place 3 jours de congé par semaine pour toute l'équipe. Il y a 2 ans à peu près, pareil. Oui, c'est la meilleure chose que j'ai fait en 2016. Je crois que on parlait tout à l'heure de reprendre du temps sur sa vie. Voilà, c'est un sacerdoce la restauration. Hein. Donc on sait quand on commence, on ne sait pas quand on termine. Les heures sont là et pour moi ça commençait à devenir impossible de faire autant d'heures découpées direct, etc. Et puis on voyait bien que les gens étaient un peu dans la souffrance. Tout le monde ne peut pas bosser 70 heures semaine, quoi. Ouais, donc aujourd'hui, il est temps de changer un peu les business models de la restauration. Il faut amener une nouvelle manière de voir la restauration. Il faut que ça reste rentable, évidemment, parce que c'est une entreprise, mais on doit amener une nouvelle manière de voir la restauration. Et donc, quelque part, on était à 5 jours semaine et j'ai décidé d'enlever un jour. Voilà, et remercier les collaborateurs. J'ai pas touché à leur salaire, j'ai rien fait. Je me suis dit, voilà, aujourd'hui, c'est dans le sens des collaborateurs que je vais aller. Comme je leur demande de faire des efforts de temps en temps, mais voilà, ils les font, donc ça va dans les 2 sens, quoi. Et ça aujourd'hui, ce business model d'entreprise, on doit arriver à ça. On doit les leaders, comme j'ai envie de nous appeler, doivent comprendre qu'ils ont en face d'eux aussi. Tout va changer. De toute façon, tout va changer. Je suis prêt à mettre ma main ici à couper. Donc, on doit juste avoir un peu d'avance et réfléchir à comment sera demain le travail dans la restauration. La créativité, c'est un pied de nez à la société actuelle parfois. Voilà. Donc, il faut être créatif. Ça, c'est la priorité. Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me fait courir Qu'est-ce que tu allais dire? Ouais, je pense à plein de trucs, quoi. Je pense ma femme, le cholestérol, et qu'est-ce qui me fait courir le plaisir d'essayer d'attraper cette bouchée parfaite que je n'atteindrai jamais, quoi. Voilà. La bouchée parfaite, c'est quelque chose que j'ai défini dans ma tête. Je sais que je n'atteindrai jamais, mais je la cherche continuellement, en fait. Te rapprocher me rapprocher de quelque chose qui va un jour me mettre à la renverse, quoi. Voilà. C'est vraiment l'envie de trouver quelque chose qui va inatteignable quasiment. Oui. L'émotionnel. De s'en rapprocher. Qui va presque me donner tellement d'émotions que j'en pleurerai, quoi. Voilà. Ouais, je pourrais en pleurer, ouais.
Bon, c'est la fin et on commence à sentir des odeurs de cuisine. Oui, hein, Ça c'est chouette. donnerait Hein. presque faim si on n'avait pas Je sais à pas manger. si tu vois l'énergie. Hein. Regarde l'énergie, là c'est que le début. Hein. Donc tu vas voir, il va y avoir une énergie, ça va monter progressivement. Et les gars, voilà, tout le monde est dans le même bateau, on est ensemble. Et les 35 couverts qui vont venir ce soir vont être accueillis dans des bonnes conditions. Ça va être voilà. Et donc pour terminer, j'allais te demander une recette que tu fais pour tes enfants ou pour tes amis. Quelque chose de pas étoilé, de très simple. Oui. Écoute, pour l'instant, je suis dans une période artichaut vinaigrette. Donc tu fais comment? Tu le fais cuire? Entier. Entier. Donc je le fais cuire Combien de entier temps? avec une tranche de citron à coller dans un bouillon un peu salé. Je le cuis 55 à 60 minutes selon la taille de l'artichaut. Je le laisse refroidir et je le sers un peu froid comme ça. Mhm. Pour moi, l'artichaut vinaigrette est un plat hyper consensuel parce que il détermine le temps à table et le temps de prendre le temps avec ses amis, de discuter. Et tu sais, tu prends l'artichaut et tu restes 3/4 d'heure devant ça. C'est une entrée et tu la manges pendant 3/4 d'heure. Et pour moi, c'est mon plat par excellence aujourd'hui. Et je reste sur le classique avec la vinaigrette moutarde et persil. Donc C'est comment tu tellement fais ta génial. vinaigrette? Je prends Donne-nous le secret. un jaune d'œuf, une belle cuillère de moutarde Tirentuin, gantoise. Une moutarde gantoise faite avec des graines de moutarde noire en fait. D'accord. C'est pour ça qu'elle a une couleur un peu particulière, je vais te la montrer après. Et je fais une vraie vinaigrette à l'huile d'arachide, je monte une mayonnaise et puis je la relâche avec du vinaigre de vin et un peu d'eau et je l'assaisonne correctement avec beaucoup de gnac. Et persil, tu dis? Frais, concassé, et voilà, simplement comme ça. Et ça, et tu as vraiment le retour de l'artichaut. C'est vraiment un plat fantastique à déguster entre amis. Et en plus, tu es à table avec tes amis, donc t'es pas en train, tu dresses pas un plat, ils mangent ça en 3 minutes, tu vois. Tu mets l'artichaut devant chaque personne, tout le monde est là. Et toi, tu as le temps de profiter. Voilà, exactement. Voilà. Et ça, c'est un plat que j'aime beaucoup faire. Merci Christophe. Avec plaisir, Julie. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous chez Bonbon, avenue de Tervuren, à Bruxelles. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.